Bonjour tout le monde! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live sur la question de la semaine. La question de la semaine étant reliée à plusieurs aspects et je suis hyper contente. Bon, à chaque fois, vous me connaissez, je suis bien excitée par les sujets dont je vous parle, hein, parce que bon, j'adore mon métier. Et puis voilà. Donc à chaque fois, je suis bien contente. Euh, donc le sujet de la semaine va comme suit. Donc c'est l'histoire de cas qu'une maman m'a envoyé la semaine passée. La question est la suivante. Mon enfant est TSA, donc trouble du spectre de l'autisme. Il a 9 ans et il met tout à sa bouche. Qu'est-ce que je peux faire à part lui empêcher de mettre les objets à sa bouche? Donc, on a exploré en un premier temps lundi qu'est-ce qu'il y en est réellement, quelles sont les différentes options qui peuvent amener un enfant à mettre plein d'objets à sa bouche, y compris de regarder tout l'aspect relié à l'autisme, relié à son âge, que 9 ans. En deuxième temps, mardi, on a exploré la cause réelle. Donc, on a établi à travers... parce que moi, ce que je fais avec vous, c'est que je travaille pour développer votre œil. Hein. Avec mon expertise en neurodéveloppement, c'est de voir justement quelle est la cause de la cause. Puis moi, c'est ça qui m'importe. Vous le savez, je trouve ça complètement inutile d'aller de surface parce que dans le fond, si on y va de surface, on peut répondre à la situation à très court terme, mais elle va finir par venir. On répond pas à la source. Euh, on s'épuise, on se fatigue, ça crée de la tension. Bref, ça sert à rien. Donc, moi, mon souci, c'est d'aller à la cause de la cause. Et donc, on a établi qu'on était en face d'un enfant qui avait une grande hyposensibilité orale avec des comportements actifs de recherche orale. Et donc, aujourd'hui, je vous ai dit, le but, c'est de voir quelles sont les différentes réactions parentales qu'on peut voir actuellement dans la vie d'aujourd'hui, dans la société actuelle, face à ce type de comportement. Et surtout, je vais vous nommer quelle est la posture idéale parentale à adopter face à ce genre de comportement-là et pourquoi, d'un point de vue neuro, hein, toujours d'un point de vue neuro. Donc, mon enfant est TSA, il a 9 ans, il met tout à sa bouche. Quelles sont les réactions parentales que je vois, que j'ai vu beaucoup à travers ma pratique? Bon, d'emblée, des parents qui se disent « Ah, mais mon enfant, il est donc ben mal élevé. » Donc, on va projeter ça sur il est mal élevé, je l'ai mal éduqué, avec un grand sentiment de culpabilité par rapport à vous-même. Ce qui est en soi dommageable pour vous et dommageable pour votre enfant parce que c'est comme si vous vous tapez sur la tête en lien avec quelque chose qui est complètement en dehors de votre zone de contrôle parce que c'est ses besoins oraux dictés par son système nerveux à lui. Donc, ça n'a rien à voir avec comment vous l'avez élevé et comment vous l'éduquez. Il pourrait avoir la meilleure manière d'élever un enfant, une meilleure éducation possible et imaginable que l'enfant aurait quand même mis tout objet à sa bouche. Parce qu'on a vu le contexte cette semaine. C'est un enfant qui n'a pas été allaité, qui a à peine exploré les objets de son environnement. Et bon, on a vu aussi qu'en l'action TSA, il est
non-verbal ou peu verbal. Donc, on a tout un contexte lié à la bouche. Hein? Donc, on ne peut pas se sentir coupable quand c'est aucunement en lien avec vous. Ou en fait, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est mes chers parents, ne vous sentez pas coupable si tel est le cas. Dites-vous que c'est en dehors complètement de votre zone de contrôle. Deuxième réaction parentale que je vois beaucoup, c'est des parents qui se fâchent énormément en arrachant le budget de la bouche de l'enfant. Et donc, beaucoup de colère et de frustration manifestée, mentionnant comme quoi que c'est inadéquat, que ça se fait pas, tu vois pas que c'est dangereux, non. Est-ce que c'est constructif, ce genre de réaction? Pas du tout. Parce que l'enfant, de toute façon, même si vous vous fâchez contre lui avec la pire et la plus grande des colères, c'est un besoin de son système nerveux qui n'a pas été comblé depuis sa naissance. Donc, il va continuer. Hein? C'est comme si vous essayez de tordre le bras à quelqu'un qui fume depuis des années, puis que quand bien même qu'il sait que c'est pas bon pour sa santé, mais oui, mais s'il y a un besoin inhérent, puis je parle au-delà de la nicotine, mais vraiment d'un point de vue oral, d'avoir quelque chose à sa bouche, puis qu'il le fait avec du chewing-gum, il le fait avec des pailles dans sa bouche, il le fait avec des crayons, mais qu'il y a un manque, mais quand même que vous lui tordez le bras ou que vous le criez après, la personne va continuer. C'est pas parce que la personne ne vous écoute pas, c'est pas parce qu'elle n'entend pas les arguments, mais c'est bien parce que son besoin inhérent, oral, de son système nerveux est là. Et c'est primitif. C'est ça qu'il faut comprendre, mes chers, c'est que c'est primitif. C'est pas un comportement pour un comportement réfléchi, non. Il n'y a rien de réfléchi là-dedans, il n'y a rien de logique là-dedans, il n'y a rien de conscient là-dedans, c'est inconscient et c'est primitif. C'est ça le sensoriel, hein? Donc, et qu'est-ce qui se passe si vous vous fâchez contre lui? D'emblée, si vous vous fâchez contre lui, il va penser que répondre à ses besoins, c'est quelque chose de mal. C'est quelque chose d'interdit. C'est quelque chose de non désiré, de non voulu. Donc, il ne peut même pas tenter de combler ou de répondre moindrement à ses propres besoins parce que c'est mal vu et non validé par son environnement. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite apporter ou démontrer à notre enfant? Certainement pas. Je vous donne un exemple, ok? Les enfants qui ont tendance à mettre leurs doigts dans leur nez. Quand ils sont tout petits, là, on s'entend qu'ils ne savent pas que c'est une règle sociale qu'on ne met pas notre doigt dans notre nez parce que c'est pas socialement propre ni adéquat. Mais un enfant ne le sait pas. Hein? Il vient d'arriver dans le monde, il y a peut-être 3 ans, il ne sait pas. Et si vous faites une colère démesurée par rapport à ça, l'enfant, au-delà du geste, certes, il a compris, mais ça crée aussi un traumatisme. Hein? Donc, là, je vous donne l'exemple juste tout banal avec les doigts dans le nez, mais imaginez si votre enfant met des trucs à sa bouche comme l'enfant TSA, qui ne comprend pas nécessairement la situation, qui est en plus non ou peu verbal.
qui fait ça pour combler ses besoins euros, puis en plus, il reçoit de la colère, de la frustration à tous les jours par rapport à ça. C'est comme si vous, votre besoin inhérent, c'était de boire de l'eau, hein, bien entendu, et qu'à chaque fois, on faisait une crise de colère à chaque fois que vous buvez de l'eau. Quand c'est pour un doigt dans le nez une fois, c'est ponctuel, soit. Mais quand c'est répété, alors que c'est quelque chose qui assure votre survie, hein, que ça répond à un besoin, ben oui, c'est traumatisant. C'est traumatisant parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que, je vous l'avais déjà expliqué, hein, quand ça fonctionne au niveau de la neuro, on a 3 couches au niveau de notre système nerveux, ben, au niveau de notre cerveau. On a le tronc cérébral, qui est notre couche inconsciente. On a notre système limbique des émotions, qui est notre couche semi-consciente. Et après, on a notre cortex, qui est notre zone des intelligences, qui est consciente. Si vous réagissez en rage, colère, arrive l'information au niveau de son tronc cérébral, le chien de garde, moi je l'appelle le chien de garde du système nerveux, avise comme quoi qu'il y a un danger, parce que bon, vous réagissez avec colère avec lui, et là, envoie le message comme quoi qu'il y a une source de danger, alors que c'est vous, hein, vous êtes le parent, vous n'êtes pas supposé être une source de danger, mais bon, là, la réaction est tellement grande que lui, son cerveau l'interprète comme ça, envoie l'information au système limbique et ça appuie sur le bouton du système limbique qui est l'amygdale et pouf, une grosse réaction de stress. Avec libération des hormones de stress, donc cortisol, adrénaline, noradrénaline. Dans tout le système nerveux. Qu'est-ce que ça fait à long terme? Hein, parce qu'un enfant, quand il met des trucs à sa bouche, il ne fait pas juste une fois, il fait beaucoup. Donc, à chaque fois que vous êtes en colère, vous êtes enragé contre lui. À chaque fois, ça déclenche une réaction de stress chez votre enfant. L'enfant, en plus, ici, est non ou peu verbal, fait qu'il ne peut même pas rétorquer, il ne peut même pas s'expliquer, il ne peut même pas nécessairement comprendre tout ce qui se joue. Qu'est-ce que ça finit par créer, selon vous? Votre enfant va finir par avoir peur de vous. Mais peur, dans le sens que le danger, c'est pas l'environnement autour de soi. Le danger, salut mon cher Thierry, le danger ici, c'est mon parent. La source de danger, c'est pas mon appart, c'est pas l'endroit où je vis, c'est pas les objets, c'est pas mes frères et sœurs, c'est pas mes jouets, c'est pas, à la limite, c'est peut-être pas l'enseignant. Non, ma source de danger, c'est mon parent. Pourquoi? Parce que pourtant, moi, à chaque fois que j'essaie de répondre à mon besoin lié à mon système nerveux de mettre un objet dans ma bouche pour répondre à un besoin, pour comprendre comment fonctionnent les objets dans la vie, hein, parce que, dans le fond, ils rattrapent des étapes sautées, escamotées dans la jeune enfance, voire poupon. Mais à chaque fois qu'il essaie de se construire, il y a une réaction de colère de la part de ses parents qui sont en train de lui dire « Non, mets pas des trucs dans ta bouche, ça se fait pas, c'est dégueulasse, c'est sale, voyons donc, on t'a pas appris à vivre. » Mais imaginez la réaction de stress à chaque fois, à chaque moment que l'enfant met un truc dans sa bouche, ce qu'il vit. Fait que déclenchement d'une réaction de stress avec libération des hormones de stress dans tout le corps à chaque fois qu'il essaie de combler ses besoins à lui de son système nerveux qui sont, je vous l'ai dit, primitifs et inconscients. Donc, qu'est-ce que ça fait à la longue? Ça fait un enfant qui a peur de vous, qui vous craint, et donc, juste à votre vue, éventuellement, il pourrait être complètement déstabilisé.
Et qu'est-ce que ça crée à long terme? Puis ça, je vous le dis parce que c'est ce que j'ai vu énormément en clinique. Hein? C'est que ça nuit complètement à la relation parent-enfant, bien entendu, et à la dynamique familiale. Hein? Des enfants comme les enfants TSA qui sont peu ou non verbaux vont réagir en figeant ou peut-être en fuyant. Mais d'autres enfants, par exemple, qui sont verbaux, qui sont neurotypiques, ben peut-être réagiraient plus en mode combat. Salut mon cher Xavier! Et là, si on réagit en mode combat, ben c'est là que l'enfant peut se mettre à vouloir vous frapper, à cracher, à mordre, en vous envoyant promener. Hein? Mais pourquoi? Parce qu'il se sent agressé par vous dans votre réaction face au fait qu'il n'est pas accepté ni validé de répondre lui-même à ses propres besoins. Et donc, pour lui, d'une manière inconsciente toujours, ça crée une atteinte à son sentiment de survie. Parce qu'il en a besoin, lui, pour se construire, pour comprendre dans le monde dans lequel il est né, hein, pour se sentir bien et apaisé dans son corps. Mais vous lui empêchez tout ça. En lui criant après, en lui disant non, ça se fait pas, nanana. Et donc, éventuellement, non seulement vous n'aidez pas votre enfant à répondre à ses besoins oraux nécessaires pour son langage, pour son bien-être dans son corps d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue respiration, on a tout vu ça hier, mais en plus avec des réactions comme de la colère, vous nuisez au cœur de la relation avec votre enfant. Et sur le long terme. Parce qu'un enfant qui ne s'en sent pas validé, tout comme un adulte, un enfant qui ne se sent pas validé, il finit par se sentir inadéquat avec vous. Inadéquat, donc si je me sens inadéquat, je me sens pas vraiment en sécurité avec la personne, parce que je suis tout le temps inadéquat. Et là, si je me sens pas en sécurité, mais je me sens pas dans un état de confiance avec la personne. Puis si je suis pas en état de confiance, ben je suis pas en état d'amour. Et si je suis pas en état d'amour, ben ça me tente pas d'obéir ni de collaborer avec cette personne-là. Fait que c'est là qu'on voit apparaître chez les enfants ce que les parents nomment comme étant de la manipulation ou de la provocation ou de l'opposition. Mais en fait, tout ça est né de base dans la dynamique. Un enfant s'oppose à son parent s'il voit qu'il est non validé. Un enfant s'oppose à son parent si il n'est pas écouté, si ses besoins ne sont pas répondus. Et ici, dans l'autisme, c'est le trouble neurodéveloppemental le plus complexe au niveau du neurodéveloppement. Mais c'est le trouble le plus associé au stress et à l'anxiété. Fait que, habituellement, c'est rare, on peut les voir tomber en état de combat quand ils sont sous le stress, mais souvent ils vont plus accumuler puis ils vont être surtout figés. Ils vont surtout figer. Quand même, il peut y avoir de la fuite aussi, mais c'est surtout figé. Et donc, ça crée des petits systèmes nerveux bourrés de stress, bourrés d'hormones de stress, de cortisol, adrénaline, noradrénaline, comme je vous disais. Et donc, c'est comme si votre enfant, il vous percevait dans son inconscient, c'est toujours inconscient, mais comme son ennemi. Parce que dans le fond, vous n'êtes pas là pour répondre à son besoin, vous le chicanez, vous le criez après parce qu'il tente de répondre à son besoin, certes, pas de manière adéquate. Bien entendu qu'on ne met pas des roches dans la bouche et des branches d'arbres dans sa bouche ou des semelles d'espadrilles dans notre bouche. Bien entendu, nous, on le sait. Sauf que lui, pour qu'il se rende là,
c'est parce qu'il y a vraiment des besoins oraux non répondus depuis sa naissance. Hmm? Donc, hyper important de faire attention, mes chers parents, à votre posture parentale. Hyper important. Parce que non seulement il va continuer de faire ces comportements de recherche orale-là, parce que c'est aucunement constructif, créer de la peur chez notre enfant. La peur, c'est l'émotion, c'est avec l'énergie la plus basse. Fait que vous êtes, tu sais, t'as l'amour, qui est l'énergie la plus haute, puis t'as la peur, qui est l'énergie la plus basse. Mais si vous faites peur à votre enfant avec votre réaction, il n'y a rien de constructif, rien. Vous êtes à l'inverse de ce qui est en fait, oui, constructif à faire avec un enfant que dans le fond, on a mis au monde pour l'aimer, pour le voir évoluer, pour le voir grandir, pour le voir cheminer, pour le voir s'émanciper, pour le voir être bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son cœur, pour apprendre, pour... Non, là, on est à l'inverse. Est-ce que vous avez des questions, mes chers, jusqu'à présent? Parce que, comme je vous disais au début, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir vraiment les réactions parentales que malheureusement on voit dans la société. Et, d'un autre côté, je vois des bisous. Bisous! Ben, des cœurs. Il y a la posture idéale. Fait que si je vous dis maintenant, ben, ce serait quoi la posture idéale? Complètement l'inverse. Complètement l'inverse de ce que je viens de nommer. La posture idéale, en fait, c'est d'observer votre enfant, il met tout dans sa bouche. Tout. Et là, vous observez, vous notez. Il met quoi dans sa bouche? Est-ce qu'il croque? Est-ce qu'il fait de la succion? Est-ce qu'il lèche? Bon, déjà, on observe ça. Deuxième des choses, c'est de vous questionner, de voir à quelle fréquence il fait. Est-ce que c'est à tous les jours? Est-ce que c'est à certains moments de la journée? Pourquoi n'est-ce pas enseigné? C'est une très bonne question, mon cher Xavier. Tu vois, au Québec, de plus en plus dans les écoles primaires, dans les garderies, on fait tout est construit autour des émotions. C'est magnifique, dans les garderies. Fait que de 18 mois jusqu'à 4 ans, c'est la garderie, nous, au Québec. Et après, ils ont créé les maternelles 4 ans, qui n'est pas obligatoire. Et normalement, la maternelle commence à 5 ans. Et jusqu'à, au moins 7 ans, je vous dirais que toute l'énergie au niveau de la construction de la pédagogie au Québec est construite autour des émotions. Et de plus en plus, les ergothérapeutes, on est engagés dans les commissions scolaires par les écoles et tout, pour pouvoir aller former les enseignants à ce niveau-là. Et former aussi, notamment moi, ce que je faisais à ma clinique, c'est que je donnais énormément de séances d'information pour parents, pour informer les parents à la source. Mais pourquoi ce n'est pas donné dans les centres communautaires et tout? En fait, je n'ai pas la réponse là-dessus et je trouve ça trop dommage. Trop dommage. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est comme je vous dis au Québec, c'est qu'on fait tout le tour des émotions. De plus en plus, il y a des écoles alternatives avec des classes adaptées sensorielles. Fait qu'il y a de plus en plus d'ouverture, de recherche de solutions, de volonté de compréhension face au domaine sensoriel, avec l'impact sur les comportements des enfants, avec beaucoup, moi, mes employés, on était 5 ergothérapeutes à ma clinique, et on était engagés dans les commissions scolaires, même dans un contexte privé, pour aller dans la commission scolaire, parce que l'ergothérapeute même de la commission scolaire
n'arrivait pas à subvenir à tous les besoins qu'il y avait, tu sais. Mais ça, je vous parle ça d'un point de vue garderie, d'un point de vue scolaire. Maintenant, d'un point de vue parental, effectivement, il y a des manques. Il y a trop de manques. Et c'est pour ça que l'ergothérapeute canadien, américain, australien, on est la personne qu'on va voir directement pour tout ce qui est question d'ordre sensoriel avec l'impact sur les comportements, parce qu'on voit que ça, c'est trop important. C'est beaucoup trop important. Ici, bon, vous le savez, c'est divisé en France avec le psychomotricien, mais n'empêche, tu sais. Et donc, oui, il faut faire davantage de prévention par rapport à ça, répandre les connaissances. Et c'est pour ça que je fais mes lives, c'est justement pour vous amener à vous ouvrir vos yeux, mes chers parents, sur ces sujets-là. Et donc, oui, la posture parentale, aller chercher, mais c'est surtout de prendre le temps d'analyser quel objet, qu'est-ce qu'il fait avec les objets dans sa bouche, comme je disais, il mastique, il fait de la succion ou il lèche. Et d'aller questionner votre enfant, même s'il est peu verbal. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? L'enfant, il va vous dire « Ah, je me sens bien. » Hein, vous allez voir que quand il met des trucs à sa bouche, après, il est moins agité, il est plus attentif. « Ah, il fait ça pour augmenter son attention. » Ça a une raison. Après, il est moins agité, il est beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. Ah! Donc, c'est un moyen adaptatif, en fait. Fait que si on empêche un moyen adaptatif, ça n'a pas de sens. Hein? Donc, posture parentale, c'est tout le temps la même approche. On approche notre enfant dans un état vraiment très calme, dans un état de curiosité, hein, pour essayer de comprendre pourquoi. Dans un état d'empathie totale, mais réelle, pas de jugement, réel, d'empathie, pour se mettre au niveau de l'enfant puis dire, regarde, moi, j'ai pas besoin de me mettre des branches dans ma bouche, mais toi, oui. Explique-moi pourquoi. Il y a des enfants qui s'expriment avec des mots. Les enfants TSA, ça peut être plus par des dessins. Ils vont peut-être vous viser des endroits dans leur corps, peu importe, mais la communication, elle est possible. Elle est possible. Et il faut le faire. Fait qu'une approche dans le calme, dans la curiosité, dans l'empathie, même dans le jeu. Hein, vous pouvez faire ah, c'est drôle, toi, tu te mets des roches dans la bouche. Moi, j'ai jamais fait ça parce que c'est vraiment beaucoup trop dur pour mes dents. Puis j'aurais peur de perdre des bouts de mes dents. Mais toi, tu le fais. Pourquoi tu mets des trucs dans ta bouche? Tu sais, pourquoi tu mets des roches dans ta bouche? Et là, l'enfant, vu que vous approchez pas de manière comme enragée, mais vous approchez de manière curieuse. Hein, je veux te comprendre. Mais l'enfant, il va s'ouvrir à vous. Parce que je peux vous jurer sur cette planète qu'il n'y a personne qui s'ouvre à une autre personne si la personne en face de soi, elle est enragée noire, elle est frustrée, elle est dans un état de jugement, elle est complètement fermée comme une huître. Non. Personne. Donc, vos enfants, c'est sûr que non. Donc, si vous vous mettez dans une posture d'ouverture, de calme, de curiosité, d'empathie, là, votre enfant va s'exprimer et là, vous allez pouvoir mettre en place des stratégies. En plus que votre enfant, vous allez le maintenir dans un lien de confiance avec vous. Et là, vous allez pouvoir arriver avec lui puis vous lui expliquer c'est dangereux quand même de mettre des roches dans la bouche parce que, et là, vous pouvez expliquer. Mais avant d'expliquer pour que l'enfant soit réceptif, il faut avoir une relation de confiance. Et ce n'est pas en vous fâchant, en vous frustrant que vous allez y parvenir. Ça, c'est clair, net et précis. Comme n'importe quoi que votre patron vous dit, ou vos amis vous disent, ou votre famille vous disent,
personne n'est réceptif quand la personne en face de nous, elle est d'emblée agressive ou frustrée. Parce que ça déclenche, comme je disais, le bouton d'alarme de notre système limbique, ça déclenche une libération d'hormones du stress partout dans le corps et ça nous met en mode survie, de fuite, combat ou figé. C'est neurologique. Donc voilà. Voilà. Est-ce que, mon cher Xavier, j'avais répondu à la question? Et si aussi les autres, vous aviez d'autres questions, vous me dites. Autrement, on se retrouve demain pour les solutions. Ouais! Demain, ça va être un petit peu plus tôt. Donc, je vous confirme l'heure dans ma story. Et puis voilà, on se voit un petit peu plus tôt demain pour les solutions concrètes. Qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant-là, hein, qui met tout à sa bouche? Donc voilà mes chers, des gros bisous à tous. Yes, j'ai répondu. Good. Et on se voit demain. Ciao!